Chamanisme, transe cognitive et conscience supramentale. Voilà le titre se rapportant à l'enregistrement présent que vous êtes en train d'écouter maintenant. J'ai décidé de le produire en relation avec l'écoute d'une vidéo que j'ai fait sur YouTube qui s'intitule « Importer des pratiques chamaniques en Occident ». Donc, une vidéo que j'ai trouvée très intéressante où les questions notamment de chamanisme et de transe cognitive. Et après avoir visionné la vidéo, j'avais le goût de regarder les liens qui peuvent être faits entre autres, l'état de transe cognitive que peuvent expérimenter des chamans et l'état de transe cognitive que peut expérimenter également un individu qui procède à de la canalisation supramentale. Donc, lorsque l'individu parle sans réfléchir, parle dans le but de communiquer qu'est-ce qui provient du monde des esprits, un peu comme le chaman, c'est de regarder un peu les parallèles qui peuvent se produire par rapport entre les gens qui pratiquent le chamanisme et de la canalisation supramentale et regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan psychique. Donc, c'est ça que je trouve intéressant d'étudier. Parce que la vidéo vise, entre autres, à faire l'étude de la transe cognitive et du chamanisme en relation avec la science actuelle. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des développements technologiques qui nous permettent, entre autres, à travers l'utilisation d'appareils comme un électroencéphalogramme, de regarder en temps réel l'activité du fonctionnement du cerveau lorsque, par exemple, quelqu'un connaît un état de transe cognitive. Et ça peut être intéressant de réaliser qu'à quelque part, l'individu qui va expérimenter une communication de nature supramentale qui va viser à canaliser l'esprit, bien, il y a aussi un état altéré de conscience. Et le fait qu'on a une science qui se développe présentement, qui nous permet d'appréhender de plus en plus ce type de réalité-là, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque l'individu, par exemple, va canaliser du matériel, entre autres, donc d'avoir une plus grande compréhension par rapport au phénomène. Donc, dans la vidéo, il y a, entre autres, Corinne Sombrun, qui a étudié pendant plusieurs années la transe chamanique en Mongolie, où elle a voyagé. Puis, il est question que la transe chamanique sert à vivre un état altéré de conscience donnant accès au monde des esprits. Et dans la vidéo, il y a aussi Jean-Pierre Lablanchy, qui est un psychiatre, qui a eu l'ouverture d'esprit d'étudier le phénomène de la transe chamanique avec Corinne Sombrun. Donc, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a un psychiatre qui prenne au sérieux le phénomène et en faire de la recherche scientifique. Donc, c'est sûr que l'un de mes rêves en tant qu'individu, c'est de voir éventuellement l'alliance entre la science qui se développe en Occident et également la science de l'esprit pour qu'il y ait éventuellement une seule science unifiée. Donc, au lieu qu'il y ait une science qui est plutôt de type matérialiste, puis là, une science en parallèle qui est de nature paranormale, qu'il y ait éventuellement une normalisation de la science qui autrefois était paranormale grâce au développement technologique, grâce à notre compréhension plus grande de l'être humain, pour qu'il y ait éventuellement non pas une science officielle puis une science paranormale, mais une seule science qui existerait à la place. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il y ait de la recherche par rapport au phénomène, entre autres de la transe cognitive qui se produit présentement pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'individu qui vit un état altéré de conscience, que ce soit dans le cadre d'une pratique chamanique ou également de contact psychique avec la réalité supramentale. Donc, c'est sûr que le lien avec le supramental, c'est moi qui le fais. Là. Il n'est pas question de ça dans l'enregistrement, là, mais des fois, c'est intéressant quand même de regarder certains liens et extrapolations qu'on peut faire. Là. Donc, c'est sûr que je voulais quand même le préciser. Donc, dans les prochaines minutes, ce que j'ai l'intention de faire, c'est la lecture de certaines informations qui sont présentes dans la vidéo, qui se rapportent à la transe cognitive, que j'ai prises en note. Et je vais les mettre en relation avec ce qu'expérimente celui qui va canaliser l'esprit et mes observations personnelles du phénomène. Donc, lorsque je m'adonne à une activité visant à canaliser l'esprit, je vois que ça a un impact sur mon fonctionnement psychique. Donc, en tant qu'individu qui
a connu des gens qui ont expérimenté de la canalisation de l'esprit, puis en ayant un vécu aussi en lien avec ça, ben, en lien avec tout ça, ben, je vais étudier le phénomène dans les prochains instants pour avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe dans ma psyché lorsque, par exemple, je vais viser à canaliser du matériel qui provient de mon esprit. Donc, la mise en garde que je veux faire, dans un premier temps, c'est de dire aux gens qu'il peut y avoir des risques associés à une entrée dans un état de transe chamanique ou cognitive, d'où l'importance de faire preuve de vigilance avant de vivre une telle expérience. Puis c'est sûr que qu'est-ce qui peut émerger pendant l'état de transe, ben en termes de contenu, ou lorsque quelqu'un fait par exemple la canalisation supramentale, ben c'est important de faire preuve d'esprit critique, de ne pas croire tout ce qui est dit, donc faire preuve, comme mentionné, de discernement. Donc, tout d'abord, après avoir écouté la vidéo, ben là, j'ai mis de l'ordre dans mes notes et l'un des sujets importants qui a été amené, c'est vraiment la différence qui existe entre la transe cognitive et chamanique. La transe cognitive, c'est un état modifié de conscience. Il est différent de la transe chamanique étant donné qu'il n'implique pas des croyances et des rituels religieux en relation avec une culture spécifique. Au-delà du contexte culturel, l'état de transe cognitive, c'est un phénomène qui a toujours été présent au sein de l'humanité. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la vidéo, c'est le développement du concept de transe cognitive qui est détaché de l'attachement à des formes religieuses, de croyances, de dogmes. Non, on veut être objectif, on veut être capable d'être impersonnel dans le traitement du concept de transe. Donc, à ce moment-là, ben, on prend une distance par rapport au concept de transe chamanique qui peut impliquer, c'est sûr, des croyances religieuses ou spirituelles. Donc, pour avoir un regard plus objectif sur le phénomène, puis le dépouiller de l'attachement à certaines formes qui peuvent être associées à une programmation culturelle, ben, on parle de transe cognitive. Donc, cette approche-là me plaît beaucoup. Donc, pour ne pas s'encabrer de formes culturelles, pour vraiment aller au réel puis à l'essentiel du phénomène dans son étude. Donc, c'est sûr qu'il est question qu'il n'est pas nécessaire de faire des rituels spécifiques et de prendre de la drogue comme de l'ayahuasca pour accéder à l'état de transe cognitive. Tout le monde peut entrer en état de transe qui occasionne une modification des perceptions, plus particulièrement les artistes vont vivre des états modifiés de conscience lorsqu'ils sont dans l'état de création étant similaire à celui de la transe cognitive. Dans cet état altéré de conscience, la personne peut accéder à des informations n'étant pas perceptibles dans l'état de conscience ordinaire. Donc, l'état de transe donne accès à de nouvelles perceptions. Donc, ce que certains appellent l'état de transe qui ouvre la porte des perceptions psychiques. Donc, c'est sûr que l'état de transe est intéressante parce que ça nous sort en fait de l'état de fonctionnement habituel du cerveau qui est plus au niveau de l'intellect. Et là, on peut entrer avec une autre dimension de nous-mêmes à travers ça et bénéficier de perceptions différentes que celles habituelles. Donc, l'état altéré de conscience vécu lors de la transe présente certaines similitudes avec celui que connaît l'individu qui expérimente le processus de la fusion et qui canalise l'esprit. Il est intéressant de faire le rapprochement entre les deux des états permettant d'accéder à la perception de la réalité différente de celle disponible dans l'état de conscience ordinaire. Il y a une différence entre la perception du monde des esprits et des vibrations derrière les formes, les objets, les lieux, etc., plutôt que seulement le volet physique de la réalité. Donc, c'est sûr que l'état de transe va nous amener à connaître un état de réalité augmentée. Et là, c'est pas par rapport à l'incursion du virtuel puis des gadgets technologiques, puis on nous dit qu'on va connaître une réalité augmentée, dans le sens que nos perceptions sont plus grandes. Donc, c'est sûr quelqu'un qui utilise un téléphone cellulaire, puis là, il y a des objets qui se superposent en regardant, par exemple, l'image d'un lieu. Ça, c'est une forme de réalité augmentée de par la nouvelle technologie. Mais ici, ce qui est question, c'est l'état de transe qui nous permet d'appréhender différemment la réalité et de percevoir des choses qui, autrement, on ne les verra pas. Ce qui se passe lors de l'état de transe cognitive. Donc, lorsque ça arrive, le chaman ou l'individu qui canalise l'esprit va perdre la notion de l'espace et du temps, ce que certains appellent l'expérience de flow
F-L-O-W, qu'on va entre autres expérimenter les artistes dans le cadre d'un processus de création artistique qui est extrêmement absorbant. Donc, prenons par exemple le cas d'un artiste peintre qui, lorsqu'il fait sa toile, il a tellement de plaisir à faire ça, il est tellement passionné qu'il perd la notion du temps et de l'espace. Donc, il est tellement impliqué là-dedans, il est totalement en état fusionnel avec ce qu'il fait. À la différence de, par exemple, quelqu'un qui va passer la tondeuse chez lui, alors que c'est répétitif, ça ne mobilise pas toute son attention. Donc, la personne peut être présente de corps, mais pas d'esprit. Donc, autrement dit, elle est présente sur le plan physique pour faire les mouvements répétitifs en déplaçant la tondeuse sur le terrain du gazon à couper. Mais simultanément, son esprit peut rêvasser, peut penser, bon, qu'est-ce qu'il va faire après avoir tondu la tondeuse? Qu'est-ce qu'il va faire dans plusieurs mois? Il va peut-être penser à qu'est-ce qu'il va aller acheter à l'épicerie là, dans quelques heures et ainsi de suite. Donc, la personne n'est pas nécessairement toute là. Tandis que lorsque la personne est en état de transe, elle est toute absorbée dans ce qu'elle fait, comme un artiste qui fait une peinture ou quelqu'un qui fait de la musique ou qui fait quelque chose qui mobilise l'ensemble de ses capacités, non pas une faible quantité, comme quelqu'un qui, par exemple, fait des mouvements répétitifs en passant la tondeuse ou en travaillant dans une entreprise de production industrielle et en faisant un emploi monotone où il déplace des objets à la chaîne. Donc, lors de l'état de transe, l'ego qui canalise, il va perdre aussi la notion d'espace et de temps parce que à ce moment-là, il sort de sa perception habituelle. Puis aussi, il va perdre la perception de la douleur. Par exemple, lorsqu'il expérimente cet état, l'individu ne se rend pas compte qu'il a froid ou faim, et une fois qu'il en était sorti, il s'en aperçoit. Donc, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui canalise, qui est tout là, sous la vibration, ben peut-être qu'en réalité, il a faim, mais il est tellement absorbé par ce qu'il fait, ou il a envie d'aller aux toilettes, pour aller, par exemple, il commence à avoir envie d'uriner, mais il est tellement absorbé qu'est-ce qu'il fait qu'il est plus attentif au stimulus corporel parce que toute son attention est centrée essentiellement sur le stimulus qui provient de l'esprit. Ce qui fait en sorte que les perceptions corporelles sont mises en parenthèse pour mettre l'emphase sur d'autres formes de perception auxquelles il donne son attention. Puis lors de l'état de transe aussi, la force physique augmente. Et ça me fait penser au fait que lorsque l'individu canalise l'esprit, ben c'est sûr qu'il va avoir plus d'énergie au même moment pour bouger, puis cela peut le dynamiser aussi. De plus, lors de ces expériences, il y a la partie nous habituelle, soit l'état de conscience ordinaire, qui est toujours consciente de la même façon lors de l'état de transe, mais il se produit simultanément l'émergence d'une autre conscience en nous, un personnage, un esprit, qui va se manifester et qui va vouloir se mettre à agir et qu'on va laisser faire ou non. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a une partie de nous-mêmes qui est au-delà de l'ego, ce que certains appellent la dimension cosmique, qui peut chercher à s'exprimer à travers nous. Puis nous autres, c'est sûr que soit on s'ouvre à cette présence-là ou non. Et là, il peut y avoir un phénomène de dissociation qui s'opère, où une partie de nous observe l'autre partie agir. Ça peut être l'ego qui observe l'esprit qui se manifeste dans l'état de canalisation. Donc, ça, c'est quand même particulier. Lors de l'état de transe, il y a une prédominance de l'hémisphère droit dans son fonctionnement plutôt que celui gauche qui nous permet de construire la personnalité, d'avoir une perception de l'ego et de réfléchir en je. Lors de la prédominance de l'activité de l'hémisphère droit du cerveau, la perception de l'ego est diminuée. Elle permet à l'individu l'expérimentant de s'ouvrir à son environnement de façon plus importante et de capter des informations qui lui échapperaient autrement. Sinon, la transe permet de percevoir et de communiquer avec des entités et des ancêtres, entre autres. Mais pour en revenir au cerveau droit, dans mon expérience, parce que moi, je suis gaucher, donc j'écris de la main gauche, et la partie droite de mon cerveau, c'est elle, quand ça me parle intérieurement, souvent qui est la plus mobilisée, puis je sais que
quand que je reçois de l'information, c'est plus au niveau de la partie droite de mon cerveau, puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui expérimentent un phénomène de nature similaire. Donc, par rapport à des gens qui font de la canalisation. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a, par exemple, quand la personne, sa main principale dominante, comme moi je suis gaucher, ben c'est l'autre zone du cerveau qui est associée à ça, donc le côté droit qui est derrière la prédominance du côté gauche pour, par exemple, l'écriture. Donc, c'est sûr que le côté intuitif chez moi est plus grand que le côté logique, rationnel, intellectuel. Donc, l'intuition vient avant. Et je sais que c'est la même chose aussi pour d'autres personnes qui sont gauchers. Donc, c'est sûr que si je pense entre autres à ma mère, qui à l'origine est gauchère, puis est très réceptif au volet intuitif, bon, ben, c'est assez particulier comme situation parce que, tu sais, on va discuter souvent ensemble puis on va se rejoindre à ce niveau-là, tandis que j'ai d'autres personnes. En fait, c'est sûr que ce que je veux apporter comme nuance aussi, vous n'êtes pas obligé d'être gaucher pour, dans le fond, être de prédominance intuitive, là. Il y a des nuances à apporter là, par rapport à tout ça. Il peut y avoir des gens droitiers aussi, naturellement, là. Mais ce qui est intéressant dans le phénomène par rapport à la transe cognitive et le cerveau droit, c'est que mon vécu va vraiment dans ce sens-là. La similitude entre la vision du monde du chaman et celle issue de l'instruction supramentale. La transe chamanique sert à entrer en contact avec le monde des esprits et à interagir avec eux. L'état de canalisation supramentale sert à entrer en contact aussi avec cette réalité, les gens pouvant également avoir accès à cette réalité via l'intuition. Les esprits, via l'intuition, vont communiquer entre eux à l'individu lorsqu'il est en train de créer une dissonance avec eux, c'est-à-dire lorsqu'il fait des choses qui ne sont pas en accord avec ces derniers, c'est-à-dire lorsqu'il va manquer d'ajustement sur le plan vibratoire. Puis s'ils n'écoutent pas l'intuition, les esprits ne se sentiront pas respectés. Donc si l'ego ne les écoute pas, ben, ils ne se sentent pas respectés. Puis ils peuvent l'exposer à des problèmes en lien avec eux en vue de le ramener à l'ordre, l'individu. Ça me fait penser aux événements oppositionnels que les individus en processus d'initiation occulte vont vivre tant qu'ils ne seront pas totalement ajustés à l'esprit et qui vont présenter des états de dissonance vibratoire lors de leurs agissements. Le chaman utilise la transe pour identifier le problème à résoudre et ce que la personne qui consulte doit harmoniser en lien avec le monde des esprits. Ça me fait penser à la personne qui donne de la consultation supramentale, un peu comme le chaman, pour accompagner celle qui consulte à identifier ce qu'elle a le besoin d'ajuster avec les plans de la lumière ou le plan éthérique, ce qui revient au monde des esprits. Donc, il y a des parallèles comme ça qui peuvent se faire, qui sont intéressants à prendre en considération. Le phénomène de contagion cognitive et vibratoire. Il est question qu'il y a une sorte de contagion de l'état de transe cognitive qui va s'opérer entre le chaman et celui qui veut expérimenter la transe, qui ferait en sorte que lorsque le chaman est en transe, cela va aider la personne voulant l'expérimenter également cet état y accéder parce qu'il s'avère en contact avec elle. Cela me fait penser à l'état de contagion vibratoire qui peut être expérimenté par l'individu qui fait de la canalisation supramentale et celui qui l'aperçoit étant mis en vibration simultanément pour canaliser lui aussi. Ce type de phénomène peut se produire également lors de l'écoute d'enregistrements, fruit de la canalisation supramentale pouvant induire un état psychique de transe, de contact avec le monde des esprits à la personne en y étant prédisposée. Donc, autrement dit, si, par exemple, quelqu'un écoute un enregistrement de type supramental où il entend quelqu'un canaliser du matériel, ben, ça peut l'amener également dans un état psychique de contact avec le monde des esprits en étant à l'écoute de quelqu'un qui expérimente au moment de la réalisation de l'enregistrement un état de contact avec le monde des esprits. Donc, un phénomène de contagion qui se passe d'état psychique entre l'individu qui écoute et l'individu qui, par exemple, va prononcer une conférence qu'on va écouter. Sinon, ce que j'ai compris en écoutant la vidéo, c'est que pour induire un état de transe avec efficacité, ce n'est pas par la musique qui est jouée lorsque le chaman est dans un état de conscience ordinaire. Au début, par exemple, de rituels menant à l'état de transe où il joue des rythmes réguliers, par exemple avec le tambour. Mais c'est celle qui est jouée par l'individu, la musique,
lorsqu'il se dit possédé par l'esprit, que ce n'est plus lui qui joue de l'instrument, mais l'esprit à travers lui qui va l'utiliser pour générer de la musique. Donc, écouter quelqu'un jouant de la musique en état de transe peut davantage induire un état de transe en soi que si l'individu n'est pas dans cet état lorsqu'il joue de la musique. Cela revient au principe que si on écoute l'esprit parlant au sein de l'individu, cela peut davantage mettre la personne en vibration pour expérimenter une communication intérieure de nature similaire dont l'esprit va s'expérimenter à travers elle. Donc, autrement dit, si on écoute quelqu'un qui est dans un état de canalisation de son propre esprit, ben ça peut nous amener nous-mêmes à entrer en contact avec notre propre esprit puis à le canaliser. Donc, ça peut nous dynamiser en ce sens-là. Et ça, à ce moment-là, c'est intéressant de constater ce type de phénomène. Utilité de la transe cognitive. L'état de transe cognitive peut servir à donner l'opportunité au corps de laisser s'exprimer son potentiel d'auto-guérison et de laisser émerger des choses pour vivre de la libération émotionnelle. Par exemple, cela peut être l'occasion où il y a des émotions refoulées qui peuvent émerger dans l'état de conscience altéré sans expérimenter de la douleur. Donc, il peut y avoir des souvenirs traumatiques qui émergent, des conflits, des problèmes familiaux, des états de profonde tristesse et de colère qui vont remonter à la surface de la conscience, permettant ensuite d'être en paix avec le passé une fois ces éléments extériorisés. Cela revient à se libérer des charges émotionnelles se rapportant à des mémoires issues du passé, liant l'individu, si on le prend en termes supramental, au plan astral. Donc, c'est sûr qu'un individu qui, pendant des années, va refouler des événements, donc beaucoup de choses qui accumulent à l'intérieur de lui, bien c'est sûr qu'un état de transe, ça peut être l'occasion pour l'individu d'extérioriser la frustration, la colère, les différentes émotions et en connaître une libération de ces charges-là énergétiques pour qu'il y ait plus de place à l'intérieur de lui pour être bien dans sa peau. Donc, c'est sûr que c'est intéressant là, en termes de nettoyage énergétique que peut occasionner, que ce soit la transe cognitive, qui est vécu dans le cadre d'une pratique chamanique ou également dans le cadre d'une activité de canalisation supramentale en termes de libération à travers l'expression de choix là, qui peut être manifestée. Donc, c'est une expression qui est libre où l'intellect lâche le contrôle sur la psyché de l'individu puis permet à celui-ci de s'extérioriser. Ben, à ce moment-là, il y a de l'espace qui peut se créer au sein de l'individu pour laisser place à autre chose. Ensuite, la personne peut développer la capacité de rentrer en état de transe facilement avec la pratique. Il est question qu'après 7 ou 8 écoutes d'enregistrement de chaman en état de transe faisant de la musique, des tracés synaptiques se mettent en place dans le cerveau comme ceux produits par un apprentissage. Donc, il y a des tracés des neurones qui vont se créer. On évoque la possibilité de créer de nouvelles connexions cérébrales ou d'activer un potentiel humain en latence chez l'auditeur. Cela fait en sorte que cette personne va par la suite être capable d'accéder de nouveau à cet état de transe cognitive sans l'écoute des boucles de son, induisant un état altéré de conscience, soit de connaître de manière autonome l'auto-induction d'une transe cognitive de manière volontaire. Il est question que plus la personne va expérimenter cet état et que plus elle peut y accéder de manière instantanée par la suite. Et c'est sûr que le parallèle peut se faire là, par rapport au domaine de l'écoute des enregistrements supramentales, dans le sens que ça fait penser au fait que après un certain nombre d'écoutes d'enregistrements de type supramental où la personne est exposée à des gens parlant en état de transe, elle peut connaître une activation du cerveau lui permettant d'expérimenter un état de transe cognitive similaire qui va lui permettre d'expérimenter par la suite une mise en vibration pour canaliser aussi. Je rajouterais que cela peut se faire si elle s'avère marquée pour vivre le processus de la fusion, qu'elle a le potentiel latent en elle de le vivre dans le cadre de l'existence présente. Puis avec le temps, elle n'aura plus besoin d'écouter des gens qui canalisent au préalable pour se mettre elle-même à canaliser. Elle va pouvoir y accéder d'une manière instantanée. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui s'expose à des gens qui canalisent ou à des gens qui vont pratiquer, par exemple, de la musique favorisant un état de transe,
ben, au fil du temps, à force de s'exposer à ça, ben, le cerveau s'acclimate par rapport à ça et peut générer par lui-même l'état de transe qui va lui permettre d'accepter un contact différent avec sa conscience et un état altéré là, sur le plan psychique. Donc, l'individu en vient éventuellement à le générer par lui-même sans nécessairement avoir besoin de se référer à l'écoute de musique particulière ou d'écoute d'enregistrement là, de gens qui canalisent du matériel là, supramental. Donc, voilà ce que je voulais en venir par rapport à ça. Et c'est sûr que c'est intéressant de regarder les parallèles parce que, dans un sens, la transe chamanique, ça fait longtemps que ça existe. Il y a plusieurs populations qui ont connu des chamans en son sein. Et le rapport avec le monde des esprits s'effectuait d'une manière particulière. Là, aujourd'hui, avec l'émergence de l'instruction supramentale, c'est un rapport au monde des esprits, mais qui est différent. Et c'est sûr que la science qui se développe, qui nous amène entre autres de parler de transcognitive, où on enlève des concepts à caractère religieux, des concepts à caractère dogmatique ou des rituels, ben ça allège le rapport avec le monde des esprits en limitant les formes. Donc, c'est sûr qu'au lieu de passer, par exemple, une demi-heure ou 3/4 d'heure à faire une espèce de rituel en vue d'entrer en contact avec l'esprit, ben l'individu qui est capable de générer par lui-même la manifestation d'un état de transcognitive, il se met à canaliser, surtout s'il développe sa psyché en fonction de ça. Donc, autrement dit, à ce moment-là, la personne n'a plus besoin de se soumettre à la réalisation de rituels qui peuvent être demandants en temps et en énergie, puis la personne canalise directement les choses. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire vivre un état de rapport avec des réalités occultes, donc que ce soit le monde des esprits ou le monde des êtres sur le plan éthérique, ou peu importe le terme qu'on donne ça, et de réaliser qu'à quelque part, la personne n'a pas nécessairement besoin de passer à travers de rituels particuliers pour accéder à ce niveau de réalité. Donc à ce moment-là, ça devient plus simple. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'individu, lorsqu'il accède à ce type de réalité-là, ben il vit une altération psychique comme autrefois les chamans. Donc c'est une expérience particulière et c'est sûr que la science, au fil du temps, a tout intérêt à continuer les recherches pour mieux comprendre le phénomène, au même titre que la science a fait des recherches, entre autres, pour comprendre le phénomène des gens qui pratiquent la méditation pleine conscience. Donc, il y a eu, entre autres, des recherches qui ont été faites, là, parce qu'à un moment donné, j'avais vu, entre autres, Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, être impliqué là-dedans. Je pense qu'il y avait aussi le Dalai Lama, mais c'est intéressant de voir l'impact, parce que pour moi, tout est interrelié, autant la dimension visible qu'invisible. Donc, l'impact que peut avoir, par exemple, la pratique régulière de méditation sur les différents hémisphères du cerveau, puis de voir qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Là, de voir qu'il y a des gens qui font des recherches par rapport au fonctionnement du cerveau de chaman, puis les états altérés de conscience. Donc, autrement dit, la transe cognitive, ben, c'est intéressant aussi. Puis c'est sûr que tous ces états-là, ben, ça nous permet de mieux appréhender la réalité humaine. Sinon, avant que je l'oublie, je voulais rajouter que lors de l'état de transe, il y a une augmentation de l'activité de certaines zones du cerveau qui ont été mesurées en laboratoire. Cela permet de déterminer que la transe est un état dissociatif, de dissociation, mais non pathologique. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'en hôpital psychiatrique, entre autres, les psychotiques qui ont le même type d'hyperactivation comme les gens en transe ont une grande force physique, donc il a été question tantôt, et c'est entre autres la raison pour laquelle ça prend plusieurs infirmiers pour les maîtriser. Donc, quelqu'un qui entre en état de crise psychotique, mais ça peut prendre plusieurs personnes pour les maîtriser, un peu comme une personne en état de transe. Par contre, la distinction entre quelqu'un qui vit un état de psychose dans lequel l'individu est piégé, où il vit un état de possession, puis l'individu qui va vivre un état conscient de transe, ben c'est l'individu qui expérimente un état de transe cognitive, il peut non seulement la générer, mais s'en sortir par lui-même de cet état-là.
en utilisant l'exercice de sa volonté. C'est ça qui est intéressant. Pour y mettre fin, pour pas être englouti par le monde des esprits ou englouti par l'état psychotique que certains vont voir. C'est sûr que la notion de psychose est associée à la psychiatrie contemporaine et ça part du principe, si on parle de psychose d'un point de vue matérialiste, c'est que le monde des esprits n'existe pas, puis c'est des hallucinations. Mais que la personne soit en état de psychose, puis ça prend d'autres personnes pour la maîtriser, ou que l'individu soit en état de transe cognitive, puis elle a une force accrue, ben dans tous les cas, il se passe quand même quelque chose, là. Mais c'est juste une question de paradigme. Il y en a qui vont reconnaître l'existence des entités parce qu'ils ont une capacité psychique de les capter, de les percevoir. Il y en a d'autres qui ne perçoivent pas ça, fait qu'ils vont dire « Ah, c'est des hallucinations », mais en tout cas, il existe une réalité pour moi occulte là, qui est indéniable. Et aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que des gens qui ont eu des événements traumatiques lourds dans le passé, comme par exemple de la violence et des viols, sont susceptibles de vivre des états de crise, de dissociation, soit de tomber par terre et se mettre, entre autres, à s'agiter et hurler dans certains cas. Ces crises peuvent arriver à n'importe quel moment. L'état de transe fait penser à l'état des dissociés lors de crises psychotiques, donc qui perdent contact avec la réalité physique. Ces personnes pourraient apprendre à provoquer elles-mêmes l'état qu'on appelle de crise qu'elle a à n'importe quel moment. Donc, c'est sûr que, dans le fond, éventuellement, on va parler d'état de crise, mais en réalité, c'est un état altéré de conscience. C'est sûr que l'individu peut la générer, cet état-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque quelqu'un fait un état de transe devant des gens dissociés, cela peut, dans certains cas, les déclencher, puis ils n'ont pas besoin d'écouter des sons, puis ils vont partir tout de suite à connaître un état de transe cognitive. Ce qui serait intéressant, c'est la perspective que des personnes peuvent se sortir elles-mêmes dans un état de psychose, qu'on appelle, avec notre science médicale contemporaine, sans l'usage de médication pour stabiliser leur état. Et c'est sûr que si des gens un peu comme des chamans expérimentés peuvent entrer dans un état altéré de conscience puis en sortir en volonté, ben à ce moment-là, ces gens-là seraient pas dans un état où leur volonté, ils la perdent, puis ils vivent un espèce d'état de possession auquel ils peuvent pas mettre fin d'une manière autonome par eux-mêmes. Donc, c'est sûr que ça, peut-être qu'un jour ça viendra, c'est-à-dire qu'il y a une éducation des gens à la compréhension de comment transiger intelligemment avec un état altéré de conscience pour pas entrer en contact avec un monde des esprits ou des entités ou d'autres réalités, puis sombrer dans un état de possession dans lequel l'individu va se perdre là-dedans. Donc, va s'enliser, c'est-à-dire renoncer à sa volonté pour être chevauché par des entités. Donc, si l'individu serait capable de transiger avec le monde des esprits, un peu comme le chaman qui désire avec sa volonté initier le phénomène, puis par la suite couper contact avec le phénomène pour tout simplement être en contact avec la réalité sur le plan physique, bien, ça serait intéressant. Peut-être que ça viendra éventuellement, mais ce qui est intéressant, c'est de faire les différents parallèles qui peuvent exister entre le phénomène du chamanisme et aussi le phénomène de la transe que peut vivre l'individu qui vit un état de communion avec l'esprit, donc la dimension supramentale de son être. Eh bien, c'est sur cette considération que cet enregistrement va prendre fin. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.